Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire la preview du Tour de France 2025. La plus grande course cycliste du monde s'élance de Lille ce samedi pour 3 semaines d'un combat épique entre les meilleurs coureurs du monde qui vont s'affronter dans les Pyrénées, dans les Alpes, des contre-la-montre, des épreuves pour punchers, des épreuves pour sprinters. Le mois de juillet est dédié au Tour de France et on va faire la preview. On avait déjà un petit peu analysé le parcours de ce Tour de France. Là, on a les forces en présence, les effectifs définitifs. On a ce qu'on n'avait pas quand le parcours a été dévoilé. Évidemment, les états de forme un petit peu de chacun. Ça va être passionnant de passer ce petit moment ensemble pour débriefer et analyser le parcours du Tour, qu'attendre des principaux protagonistes, le duel Vingegaard-Pogačar ou placé Evenepoel, qui pour le maillot vert, qu'attendent des Français, quelles étapes ne pas rater, lesquelles vont être décisives. Bref, il faut parler évidemment de tout ça. Le Tour de France s'élance donc ce samedi 5 juillet pour une étape de plaine, plate, du côté de Lille. Pas de pavé pour ce premier tour, une étape qui sera réservée aux sprinters dans la métropole de Lille. Le Tour de France est évidemment marqué depuis 2021 par des duels Vingegaard-Pogačar. Pogačar 3 Tours de France, Vingegaard 2. Si on tient leur duel depuis 2021, c'est un 2 partout, avec une remise des compteurs assez violente de la part de notre ami slovène l'année dernière, qui a fait, dans la lignée de son année 2024 complètement historique. Il a décidé de faire une année 2025 du même acabit. Et ce duel, c'est un peu ce qui nous anime. Vingegaard-Pogačar, on attendait peut-être Evenepoel, ça semble encore trop juste cette année. Et le duel Visma-UAE, évidemment, qui va aussi animer un petit peu ces 3 semaines de Tour. Vingegaard-Pogačar, on est sorti du Dauphiné, j'avais fait un petit débriefing. Pogačar semble pour l'instant un petit peu au-dessus, voire même beaucoup. Il a fait du mal à Combloux, il a fait du mal partout. Tadej, il a mis des cartouches, il a prouvé qu'il était fort en montagne. Le contre-la-montre, il n'a pas été énorme lors du Dauphiné, mais ça ressemblait plus à de la mauvaise gestion qu'autre chose. Et il a... Ouais, moi il me fait très peur. non, il me fait peur, Tadej. Je l'ai trouvé juste impressionnant. Depuis le début de la saison, on le sait, c'est le coureur qui est tout le temps au top. Il ne laisse rien passer, il frotte extrêmement bien. Donc pour Jonas Vingegaard, qui lui, dans sa préparation, a quand même fait une bonne prépa. Je pense qu'il était plutôt satisfait de ce qu'il a fait, malgré sa petite chute, ce petit traumatisme crânien. L'ami Jonas, il arrive là, il est quand même plutôt en forme. Il a tenté de tenir les attaques de Pogačar sur le Dauphiné, il a sauté très vite. Il va pouvoir compter sur une équipe très forte, mais l'équation Tadej-Pogačar pour Jonas Vingegaard, elle est hard, elle est très complexe, elle est quasi insoluble. Il l'a résolu en 2022 grâce à un collectif très puissant. En 2023, il était très fort, mais Pogačar avait une préparation quelque peu tronquée. Et l'année dernière, Pogačar avait été juste stratosphérique, mais Jonas n'était pas au top. Là, cette année, j'ai l'impression qu'on va avoir cette explication vraiment totale. Sur un parcours qui, sur les 10 premiers jours, semble quand même beaucoup plus convenir à Pogačar. On est beaucoup sur l'étape de puncher, notamment lors de ce dimanche, lors de l'étape de mardi aussi. On a après le contre-la-montre tout plat. Et qu'attendre ensuite aussi en Normandie, c'est pas évident. L'étape du vendredi 11 à Mur de Bretagne. Moi, il y a quand même des étapes où je me dis que à coup de bonif, Pogačar peut se faire un petit coup de matelas d'avance sur Jonas Vingegaard avant même d'attaquer la montagne lors de l'étape du 14 juillet au Puy de Sancy. Ensuite, on aura une petite pause et Otakam et évidemment Peyragudes qui vont marquer le réel début des grandes hostilités entre les favoris. Donc, le premier marqueur pour Vingegaard, il est de survivre dans ces... Il y a combien d'étapes dans ces 11 premières étapes? Allez, les 10 premières.
on va dire les 10 premières étapes, il faut que Jonas arrive à tenir et à pas se prendre des 5-6 fois, parce qu'imaginez, tu prends 6 fois un écart de 4 secondes de bonif, bah t'es déjà à 24 secondes, faut voir ce que fait le chrono là-dedans, bah t'es déjà loin en fait, t'es déjà dans le combat, t'es déjà dans le dur, et t'as même pas affronté encore Pogačar qui dans les ascensions a montré qu'il était juste intouchable depuis un an. Intouchable, enfin je veux dire, dès qu'il y a des arrivées au sommet, il arrive seul ou alors au sprint, et il a tellement de punch qu'il est pas battu. Donc il est juste stratosphérique. Jonas a montré déjà par le passé qu'il était en capacité de faire vaciller et même de battre Tadej Pogačar. On l'avait vu en 2021 le mettre à mal dans le Ventoux. Il y a des terrains de jeu qui vont permettre à Vingegaard de faire du mal. L'étape de Super Bagnères, l'étape du Ventoux, même lors du contre-la-montre de Peyragudes. Ce sont des profils qui peuvent permettre à Jonas de faire valoir ses qualités de grimpeur. Mais on est face au coureur générationnel qui est le Slovène. Et on arrive évidemment sur ce débat des équipes UAE-Visma. UAE-Visma, le grand combat, je dirais 2 profils d'équipes un petit peu différents. Visma me semble un collectif plus homogène que celui présenté par l'équipe UAE. L'équipe Visma, pour la plaine, c'est très fort. T'as du Affini, t'as du Van Aert. En montagne, t'as évidemment Matteo Jorgensen, il y a Simon Yates qui sort d'un Giro mais qui sera quand même là. Donc il y a un collectif qui est très bien pensé côté Visma The Bike. Côté UAE, on a peut-être le 2e meilleur lieutenant, parce que Joao Almeida, même dans une équipe sans Vingegaard ou Pogačar, c'est un leader pour jouer le général du Tour de France. Et l'année dernière, il finit 4e. Alors certes, à 10 minutes de Remco, mais il finit quand même 4e. Là, cette année, au niveau des courses par étapes, il a été très fort. On l'a vu en Suisse, on l'a vu au Romandie. Il a été vraiment très très puissant. Donc, il y a du soutien très puissant du côté du AE. Là où je donne un avantage aussi à Visma, c'est au-delà de l'homogénéité et vraiment de la puissance de l'effectif, c'est aussi l'intelligence de course de Visma. On les a déjà vus capables plein de fois de faire des masterclass tactiques, évidemment le Granon, mais là encore, on le voit cette année lors de la dernière étape du Giro, de l'avant-dernière étape du Giro, où Simon Yates finit par prendre le maillot rose à Isaac Del Toro. Ça fait partie des masterclass Visma. Ils ont la capacité en fait d'avoir des coureurs hyper intelligents, hyper forts, et c'est là où un Wout van Aert montre toute son importance en fait. C'est un coureur différent qui, quand il est à son top niveau, il y a aucun coureur qui lui ressemble, parce qu'il va être capable d'être très très fort en montagne. Sur le plat, c'est un des meilleurs rouleurs du monde, et sur des bosses très punchy. Certes, c'est peut-être plus l'immense Van Aert, mais ça reste quand même pas un lapin de 3 semaines. Et donc, vu le profil des premières étapes, et je pense qu'elles vont être plus compliquées à passer pour un Vingegaard qui frotte moins bien, qui se place moins bien que Tadej Pogačar, Van Aert va avoir une importance cruciale pour le Danois, pour passer vraiment ces 10 premiers jours qui font très peur. Et après, pour la suite, on verra. Mais ce que j'ai vu au Dauphiné ne me rassure clairement pas sur un potentiel duel Vingegaard-Pogačar. Il va y en avoir un, évidemment, qu'on va les retrouver tous les deux. Ça sera les 2 derniers du peloton ou du groupe des favoris qui s'attaqueront, ça c'est certain. Comment en 3 semaines Vingegaard a réussi à améliorer sa forme ? Je pense qu'on n'aura pas forcément la réponse avant Hautacam. Même le contre-la-montre, on les a vus sur le plat lors des contre-la-montre du Tour de France, les deux se valent. Remco sera devant, mais Vingegaard et Pogačar se valent. Je veux dire, voilà, on a vu l'année dernière sur un chrono plutôt plat. Cette année, on a vu Pogačar se faire battre par Vingegaard, mais voilà, moi je mets plutôt la balle au centre. Donc je pense pas qu'il y ait des écarts fous, et je pense qu'on aura vraiment des réponses au Puy de Sancy, qui est un terrain de jeu qui correspond pour moi beaucoup à Pogačar, parce qu'il y a l'occasion d'attaquer quand même plus tôt, lors de l'ascension du col de la Croix-Saint-Robert, qui est jugé à une petite dizaine de kilomètres de l'arrivée. Ça, c'est le genre de plans qui peuvent plaire à Tadej. Donc là, pour moi, ça va se découvrir très fort, et on aura des réponses déjà au Puy de Sancy, et ensuite évidemment Hautacam, Peyragudes. Et je pense que déjà ça va être 2 étapes extrêmement sélectives
Hautacam Peyragudes, et on aura une hiérarchie qui sera très très largement dessinée. Je pense qu'on n'aura pas le vainqueur du tour, mais si Pogačar a déjà assommé très fort la concurrence, je sais pas, en mettant 1 minute 15 à Hautacam, et en gagnant le chrono de Peyragudes, ça va être terrible. On peut avoir un Tour de France beaucoup plus monotone par la suite, où il faudra trouver ses combats, avec peut-être un Remco qui peut être plus proche. Est-ce qu'il y aura un combat Almeida Evenepoel notamment, qu'attendent j'ai pas son nom, où sera Skelmose. Voilà, peut-être qu'on aura d'autres combats, mais j'ai peur que à Hautacam et Peyragudes, on ait déjà beaucoup de réponses à nos questions. J'en ai parlé un petit peu. Le Belge, Remco Evenepoel, sera-t-il sur le podium? Ça fait aussi partie des questions. Lui qui l'année dernière avait fini un peu seul dans un no man's land, loin des deux devant, mais très loin devant les autres. C'est un des fantastiques, c'est un des meilleurs coureurs du monde, c'est le meilleur rouleur du monde à l'heure actuelle. Cette année, il y a eu évidemment cette préparation tronquée, ce très grave accident, ces multiples fractures. Il a quand même accumulé des jours de course, on l'a vu au Dauphiné, on l'a vu au Romandie, il a fait quelques classiques, donc c'était pas non plus la cata. Je pense qu'il arrive en meilleure forme que l'année dernière, au-delà du fait qu'il a annoncé arriver plus léger. Son Dauphiné est bien plus rassurant cette année que l'année dernière, d'un point de vue performance physique, mais d'un point de vue rapport aux autres, je suis pas si rassuré que ça. Moi, il m'a pas rassuré du tout, l'ami Evenepoel. Mais il reste pour moi un cran au-dessus. C'est devenu un coureur fiable en montagne. Je ne le vois plus exploser comme il était capable de le faire, comme il l'a déjà fait sur la Vuelta ou sur le Giro, il y a quelques années de ça. Là où il me rassure pas, c'est que j'ai l'impression que mentalement, et c'est un effet que Pogačar a fait à beaucoup de coureurs, en tout cas de ce qu'on ressent dans le peloton, mentalement, on sent qu'il y a une emprise assez forte du Slovène sur la plupart des coureurs, et la façon dont Evenepoel avait parlé post-Dauphiné en disant déjà avec le rythme des équipiers, j'étais déjà à la limite et j'étais à 2 doigts d'exploser, évidemment ça ne nous rassure pas. Et là, l'interview qu'il a donnée, pré-Tour de France, je vais vraiment essayer de survivre à la première semaine, ça va être très compliqué, l'objectif c'est de gagner le chrono de la 5e étape, ça on te la donne Remco, c'est vraiment d'essayer de survivre, ça va être très dur, j'espère pas chuter et tout. Tu sens qu'il y a de l'appréhension. Je pense qu'il arrive là-bas quand même avec de l'ambition. Enfin, j'ose espérer qu'Evenepoel arrive avec dans sa tête se dire ok, mon objectif c'est de faire mieux que l'année dernière, donc je suis minimum podium, je me rapproche des deux et je prends au moins une étape. Ça, c'est pour moi le minimum du Tour de France d'Evenepoel, vu comment il a été dessiné. Il y a des étapes qui lui sied plutôt dans son style quand même de puncher ou de classic man. Alors, il y a Pogačar et Van Der Poel aussi, mais il faut voir que les 10 premières étapes de ce Tour de France, certaines vont quand même se courir un petit peu sur le final comme des classiques. Et Evenepoel, c'est pas un peintre en classique non plus. Et voilà, s'il est bien placé, il pourra quand même jouer des petits trucs. La question reste la haute montagne, et on l'a vu se faire battre par Jorgensen, par Johannessen. C'était pas méga rassurant du tout sur le Dauphiné. 3 semaines après, restage en altitude, là, il va arriver logiquement dans la bonne forme. On aura la réponse à Hautacam. Comme à beaucoup de choses, on aura de la réponse à Hautacam, mais je vois quand même Remco être 3e, mais ça risque d'être plus dur que l'année dernière, parce qu'un Almeida est plus dur, il va y avoir la concurrence d'un Skelmose aussi. Que vont faire des lieutenants comme Jorgensen chez Visma? Je veux dire, ça a aussi une importance majeure dans le Tour de France. Donc voilà, Evenepoel, il va avoir ça fait partie des défis de sa carrière, parce que voilà, il faut qu'il montre qu'il a progressé par rapport à l'année dernière, et qu'on peut encore croire en lui pour jouer les premiers rôles sur des classements généraux de grands tours. Les étapes les étapes importantes à suivre. Déjà, la première. Pour relancer, il y a toujours de la tension, ça va être un sprint, ça va être chaud. Non, sinon, dans les premières étapes, celle de Mur de Bretagne m'intéresse particulièrement, celle de Boulogne-sur-Mer aussi.
Voilà, il y a toutes ces petites étapes avec des petits cols ou des petites côtes me plaisent beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le dessin de la 10e étape du 14 juillet au Puy de Sancy. Ça va être très rythmé. C'est 165 km. Il y a 3, 4, 5. Il y a 6 ascensions de deuxième catégorie, 7 ascensions de deuxième catégorie. Il y a 4450 mètres de dénivelé, donc c'est très casse-pattes. Ça va faire très mal, il va falloir être très en forme. Je pense que l'étape d'Otakam est cruciale. Mais vraiment cruciale, tournant majeur, parce que c'est la première véritable arrivée au sommet. C'est un col hors catégorie. C'est un col du Tour de France où on a toujours vu des démonstrations. On se souvient de Christopher Froome. On se souvient aussi de Vingegaard quand il vient définitivement sceller son Tour de France en 2022. Et l'ami slovène, l'ogre slovène, le prodige de Komenda, appelez-le comme vous voulez, j'ai l'impression que cette année, il est un peu dans une mission, là où on m'a fait mal, je venge. On a vu Combloux, on a mangé Tadej. On a bien compris que Combloux, tu voulais dire, les gars, c'est arrivé une fois, ça n'arrive plus. On a compris. Là, arrive Otakam, où ça lui avait fait mal. On se souvient tous de ce relais stratosphérique de Wout van Aert avec le maillot vert qui fait craquer Pogačar avant de s'arrêter et de quasiment poser pied à terre. Il va vouloir marquer très fort et c'est un col hors catégorie, c'est 13 bornes et demie à quasi 8%, ça fait mal. On aura une hiérarchie établie après Otakam, on aura eu 12 jours de course. Je pense que cette étape est extrêmement importante pour tout le monde et que il faudra pas passer à côté. Il faudra absolument pas passer à côté. Et sinon, s'il y a encore du jeu, le Ventoux, je sais pas, c'est une course de côte, j'ai du mal à voir. L'étape de Super Bannière, elle est placée un petit peu différemment après Péragude, ça veut dire qu'on se sera fait très très mal. On a un enchaînement Otakam, Péragude, Super Bannière. Je sais pas si tout jouera à Super Bannière. Évidemment, après, on arrive sur l'étape de la Lose, avec cette arrivée extrêmement élevée. Mais est-ce que tout se jouera sur la Lose ? C'est l'étape avec le plus de dénivelé. Il y a 3 cols hors catégorie. Il y a le Glandon, le col de la Madeleine et la Lose, qu'on commence à bien connaître maintenant sur le Tour. C'est un col où il est difficile de faire des très très gros écarts, tellement c'est difficile en haut. On se souvient en 2020... les dernières rampes où on voyait Roglic et Pogačar se mettre des peignets pas possibles. On avait vu en 2023 Vingegaard attaquer, mais c'est très très dur parce que c'est très très casse-pattes. Sachant qu'en plus, je crois qu'ils le font pas dans le même sens que les autres années. Hein. Et moi, je vois bien par contre l'étape de la Plagne être assez importante. Alors, elle arrive après, donc c'est certain qu'elle n'a pas la primeur de l'étape du 24 juillet du côté de la Lose, mais ça va quand même faire mal. Ça va être casse-pattes. Il y a le col des Saisies, il y a un col hors catégorie, le col du Pré, et ensuite la Plagne. C'est roulant, mais c'est quand même 20 bornes à 7,2%, donc c'est extrêmement régulier et difficile, et tu arrives quand même à 2000 mètres d'altitude. Donc voilà, passer les 1800 mètres, ça va casser sévère. Voilà pour les principales étapes pour moi de ce Tour de France. Évidemment le duel Vingegaard-Pogačar, on a parlé d'Aramco, on a parlé du duel Visma-UAE. Parlons un petit peu des Français, qu'attendent des Français. On n'a pas de Français qui à proprement parler vont jouer le classement général. Lenny Martinez a lui été très clair, il va chasser les étapes, et peut-être que dans un second temps un objectif type maillot à poids va tomber dans son escarcelle, parce qu'il va aller chasser les étapes, et que évidemment, vu son profil, Lenny Martinez va plutôt essayer d'aller chercher des étapes de montagne. Là où pour moi c'est très compliqué cette année d'aller chercher des étapes de montagne, c'est qu'on le voit, quasiment toutes les étapes de montagne arrivent au sommet. On a Otakam qui arrive au sommet, on a Super Bannière qui est au sommet, Ventoux, l'étape de la Lose, l'étape de la Plagne, donc le Puy de Sancy. Donc à chaque fois qu'on a des grosses ascensions, ça arrive au sommet.
Et on connaît l'appétit de Pogačar, on connaît Visma qui met en route. On va pas vouloir forcément aller chercher des étapés, c'est des étapes qui sont extrêmement prestigieuses, et on va vouloir aller les chercher chez les grosses équipes. Enfin, j'ai du mal à voir, je sais pas, sur tout ce que je viens de dire, de voir 4 échappés arriver au sommet. Dans mon scénario, je ne le vois pas. Pogačar, il veut marquer l'histoire du cyclisme, il va faire rouler. Visma, s'ils doivent distancer ou revenir sur Pogačar, ils vont rouler. Ça va être très dur de chercher le maillot à pois cette année, vu la disposition de ces cols et de ces arrivées au sommet. Pour moi, c'est un point bloquant si Lenny Martinez vient à chercher le maillot à pois. Par contre, envisager une victoire d'étape, ça oui. On l'a vu, moi je l'ai vu extrêmement malin sur le Paris-Nice, extrêmement malin sur le Dauphiné pour lâcher Enric Mas. Je veux dire, c'est un mec, quand il faut mettre la balle au fond, il a montré qu'il était plus que capable de le faire. Notre ami Lenny Martinez. Donc voilà, on va le suivre, évidemment. Le tour sera réussi si pour moi il va chercher une étape, parce que vu son niveau, alors c'est vrai que évidemment il le dit et il a raison, hein, d'un autre côté j'ai pas encore le niveau pour gagner le tour, c'est vrai, si Lenny Martinez était arrivé en disant je joue le classement général, bah je l'aurais pas mis dans mes 5 premiers. Voilà, clairement, donc il assume. On va voir ce que ça a donné. Je pense que l'année dernière, il a été mis, mais dans des conditions très particulières sur le Tour de France et la Groupama. Cette année, il arrive dans des conditions qui sont excellentes. Il a gagné des étapes très importantes en World Tour avec des plateaux extrêmement relevés. Voilà, cette année, il arrive, il est bien. Il va falloir mettre dedans. Au niveau général, je pense qu'il y a un Français qui sera le mieux placé, ce sera Guillaume Martin. Alors il le jouera pas. Le fait est que Guillaume Martin, il peut toujours se retrouver entre la 8e et la 15e place parce que il a jamais de grosses défaillances. Il prend des échappées, il peut prendre un peu de temps. Il aura carte blanche parce que si Guillaume Martin prend 2 minutes à Pogačar ou Vingegaard, bah, au début du tour, ils le laisseront partir. Ça sera clairement pas leur jeu d'aller le chercher. Donc lui, je le vois bien faire une bonne place. Qu'attendre de Julien Alaphilippe? Il y a des étapes où on me remet en 2020, 19, 20, 21, où Julien est à son top, ces années-là, ou même 2018 pour commencer. Ah bah je me dis, si Julien Alaphilippe ne va pas chercher une victoire d'étape, c'est évidemment une déception. Là, maintenant, son punch, on a vu qu'à certains moments, il l'avait. On l'a vu flinguer sur l'Amstel, on l'a vu tenter de faire des choses, Julien, mais je veux dire, on a des tels monstres extraterrestres maintenant dans le peloton que c'est très compliqué et que, comme il n'est plus aussi fort qu'avant, bah, ça va être pour lui un jeu assez dangereux, mais Mur de Bretagne, en plus, ça lui avait pas forcément réussi, mais voilà, les arrivées à Boulogne et autres peuvent quand même essayer de lui convenir. J'espère voir un Julien Alaphilippe acteur, comme Valentin Madouas, comme Romain Grégoire. Voilà, on a envie de voir la Groupama FDJ aussi se mettre en avant. Kevin Vauquelin, attention. Ce n'est pas parce qu'il a été très très fort au Tour de Suisse qu'il faut voir en lui un immense grimpeur. C'est un coureur extrêmement fort, mais attention à ne pas placer des attentes n'importe où. Celui que j'attends aussi, ça va être Valentin Paré-Peintre. Il va avoir le rôle de dernier coéquipier de Remco Evenepoel en l'absence de Mikel Landa. Donc ça va être un rôle important dans cette équipe Soudal qui est clairement scindée en deux entre un train pour Tim Merlier et accompagner Evenepoel, même si on sait que, vu les trains UAE et Visma, avoir 2 équipiers quand tu es Remco, ça sert pas à grand chose, tout le monde va faire le train, t'es lâché, bah tu seras lâché, et puis bah de toute façon c'est un peu sauf qui peut, et surtout potentiellement, si tu restes longtemps avec Pogačar et Vingegaard, ça veut dire que tes coéquipiers auront été lâchés avant. Donc voilà, en avoir un très fort, oui, en avoir 3, ça sert pas, dans sa position actuelle. Et pour finir, j'aimerais bien aborder le maillot vert.
et les sprinters, parce qu'on a quand même un plateau de sprinters intéressant et une course pour le maillot vert qui est un peu, voilà, qui va être serrée. On a du Tim Merlier, voilà. On a du Jasper Philipsen. Là, je parle pour les sprints. On a du Jonathan Milan, voilà. Mais on a cette configuration de Tour de France avec des étapes très puncher ou comme des étapes à Mur de Bretagne ou autres, où si tu gagnes, eh ben, tu prends des points pour le maillot vert. Donc, est-ce qu'un Mathieu Van Der Poel pourrait ne pas tirer son épingle du jeu? On a envie de voir un Mathieu acteur, lui qui a une histoire d'amour, disons, un peu contrastée avec le Tour, où il a jamais, évidemment, il a porté le maillot jaune en 2021, il a gagné une étape, mais voilà, il a eu ce rôle de poisson pilote pour Jasper Philipsen aussi, où il a été brillant. Mais voilà, Mathieu Van Der Poel, moi j'ai envie de le voir acteur, j'ai envie de le voir se battre pour des étapes face à Pogačar. Enfin, je veux dire, le terrain de jeu que l'on a sur les premières étapes, on a envie que d'une seule chose, c'est de les voir s'écharper et d'aller chercher les victoires. Et ils vont marquer des points. Si je prends le meilleur sprinter pour moi cette saison, celui qui a le meilleur profil pour remporter le maillot vert, être le plus passe-partout, c'est Tim Merlier. C'est Tim Merlier parce que dans les bosses, il sera meilleur que Jonathan Milan, et on sait que pour remporter le maillot vert, il faut parfois, on a vu Peter Sagan faire ça plein de fois notamment, on a vu Michael Matthews aussi avoir cette capacité-là, à prendre des échappées dans des étapes de montagne, là où des gros sprinters, comme à l'époque Cavendish notamment, ne peuvent pas se glisser en fait. Et ben là, tu vas faire ton sprint intermédiaire, tu vas prendre tes 20 points. Quand tu auras un sprint sur le plat, tu seras placé, tu marqueras. Il faut engranger des points. Et je pense que Tim Merlier est favori. Il aura une équipe qui sera un petit peu dédiée à lui, clairement. Je le vois... comment dire ? Je le vois remporter des étapes et je pense que c'est le sprinter qui remportera le plus d'étapes. Donc ça sera, de par le fait, pour moi, le favori pour ce maillot. Et le maillot vert, et le maillot jaune, évidemment, le sujet de toutes les convoitises. Pour moi, Pogačar est l'archi, ultra, méga favori. Devant Vingegaard. J'ai peur que l'on ait un suspense réduit sur ce tour. Voilà, c'est ma crainte. Je pense que Pogačar est dans une forme exceptionnelle et qu'on est en train de le voir à son apogée. Peut-être qu'il ne sera jamais plus fort, mais le jamais plus fort de Pogačar est peut-être ce qu'aucun cycliste n'atteindra jamais par la suite. Donc voilà, on a un coureur générationnel. Et je vois par contre se répéter cette année le même podium que l'année dernière. Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, avec, je l'espère, quand même un petit peu un écart un petit peu plus serré. Voilà pour la preview de ce Tour de France. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.